Dans ce direct explosif, le journaliste d'investigation togolais Ferdinand Haïté revient sur une affaire qui continue de faire trembler les relations politico-économiques entre l'Afrique et l'Europe. Au cœur du débat, le procès du milliardaire français Vincent Bolloré, poursuivi pour des faits présumés de corruption d'agents publics étrangers au Togo entre 2009 et 2011. Prévu pour se tenir du 7 au 17 décembre 2026 devant le tribunal correctionnel de Paris, ce procès très attendu soulève de nombreuses interrogations sur les responsabilités, les enjeux politiques et les conséquences possibles pour le Togo. Aux côtés de Ferdinand Haïté, l'analyse s'enrichit avec la présence de l'avocat Alex Iou pour décrypter en profondeur les dessous de ce dossier sensible, ses implications et ses répercussions potentielles. Un échange sans filtre, des révélations et une question centrale. Que peut réellement changer ce procès? Restez connectés. Maître Iou va nous préciser. En tout cas, il y a eu une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel de M. Bolloré. Une ordonnance prise par le cabinet du juge, le cabinet d'appel de Paris, tribunal judiciaire de Paris, le cabinet du juge Serge Tourner, premier vice-président chargé de l'instruction, qui a renvoyé M. Bolloré et ses collaborateurs en correctionnel. Donc l'affaire sera jugée en décembre prochain. Et donc, c'est pour comprendre les dessous de ce dossier-là que j'ai invité dans ce live Maître Iou. Maître Iou qui est avocat dans le dossier, donc il connaît parfaitement ce dont on parle ici, afin que nous expliquions aux Togolais, parce que c'est un dossier qui concerne le Togo, c'est une affaire de corruption, c'est lié au port autonome de Lomé, et c'est lié aussi aux élections présidentielles de 2010 que Faure a prétendu avoir gagné. Et donc, au-delà de l'affaire judiciaire, c'est une affaire suffisamment politique qui concerne les Togolais. C'est le port autonome de Lomé, un joyau de notre pays que Sylvanus nous a laissé en héritage, mais qui a été bradé à des multinationales. Donc, le juge a pris son ordonnance le 19 mars 2026, et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour en parler. Et Maître Iou va nous expliquer d'abord ce que c'est, et il va nous faire la genèse de cette affaire-là, il va nous expliquer l'ordonnance, les implications de cette ordonnance-là, et puis après on prendra juste quelques questions et on finira le live tranquillement pour que demain on retrouve le dossier du dimanche. Alors, Maître Iou, soyez les bienvenus. Oui, bonsoir. Bonsoir Maître Iou, c'est un plaisir de vous retrouver en ligne. Vous êtes avocat au barreau de Paris, au barreau de Lille. Vous êtes avocat dans le dossier de Bolloré, aux côtés des parties civiles, notamment Feu Agbome Kodjo et Madame Adjamagbo, qui sont parties civiles dans ce dossier. Il y a aussi Sherpa, qui est une ONG aussi en France, et puis il y a Anticor, qui sont parties civiles dans le dossier. Le juge d'instruction Serge Tourner, a rendu son ordonnance d'une cinquantaine de pages, renvoyant Monsieur Bolloré en correctionnel. Est-ce que d'abord vous pouvez nous faire la genèse de façon rapide de ce dossier, l'affaire Bolloré? Oui, merci Ferdinand, et merci à tous ceux qui sont là pour écouter cela et suivre ce qui se passe dans le dossier Bolloré. Le dossier Bolloré, en tout cas celui dont on parle, date des années 2009 plutôt, 2009-2011 au Togo et en Guinée. Les choses qui se sont passées au Togo en 2009, 2010 et 2011 et qui ont amené l'ouverture de ce dossier concernent effectivement la cession du port de Lomé, qui a coïncidé, parce que on va l'appeler comme ça pour l'instant, avec les élections de Faure-Gnassingbé en 2010. Et cette transmission de la gestion du port à Bolloré n'était pas si
si anodine que cela. Donc, en 2013, ce qui a fait que le dossier a été connu, c'est qu'en 2013, il y a eu des sommes qui ont transité entre des comptes que ici nous avons notre organisme qui s'appelle Tracfin à repérer. Et ces sommes-là, qui sont des sommes importantes, concernent ces personnes-là, concernent Bolloré et ses collaborateurs, en lien avec leur fonctionnement en Afrique. Donc, Tracfin a donc saisi le parquet, le PNF, Parquet national financier, pour une ouverture d'enquête préliminaire, puis les choses sont poursuivies. Et c'est comme cela qu'on a découvert que ces sommes qui ont transité entre les comptes de ces gens-là en France, en Corse et à Monaco, ça vous le trouverez pas dans l'ordonnance parce que c'est dans le dossier, concerne en fait le financement de la campagne électorale de Faure Gnassingbé au Togo et de Monsieur Alpha Condé en Guinée. Alors, je voulais une précision pour ceux qui nous suivent là. Donc, vous dites clairement que les fonds ont transité par Monaco, la Corse, et puis il y a un troisième lieu que vous avez cité. Oui, c'est-à-dire que les gens qui sont concernés il y a eu des virements sur leur compte. Voilà, je peux pas donner plus de détails puisque le dossier n'est pas encore plaidé. Et je ne donnerai pas non plus le nom des personnes qui avaient leur compte à cet endroit-là. Ce n'est pas, voilà. Ouais, mais il y a eu, ce sont ces financements, enfin, ces comptes qui ont fonctionné, de l'argent important qui passe d'un compte à un autre et qui n'est pas vraiment justifié, on ne sait pas à quoi ça correspond. Ça lève automatiquement le bouclier de Tracfin. Et c'est comme cela que Tracfin a voulu fouiller plus loin. Et on sait que les acteurs, en tout cas les bénéficiaires de ces sommes-là, finalement, sont les mêmes qui vont être impliqués ou en tout cas vus dans le dossier de Faure Gnassingbé et de Alpha Condé. Alors, je ne parlerai pas du dossier d'Alpha Condé parce que c'est la Guinée, mais c'est le même système. Il faut tous savoir que c'est le même système qui a fonctionné là-bas. La seule différence, pourquoi la Guinée est plus ou moins sortie du dossier, c'est que le dossier de la Guinée est prescrit. Il y a eu une prescription de l'action au moment où l'ouverture du dossier a été faite. Donc, effectivement, là, dans quand l'instruction a commencé, on a vu qu'au fait, il y avait à Lomé, au cours de l'année 2010, il y a une élection présidentielle en cours. Et dans cette élection présidentielle, Bolloré, une société du groupe Bolloré a financé d'abord à hauteur de 300 000 la campagne électorale de Faure Gnassingbé, mais cette somme est sous-évaluée. 300 000 euros. Ouais, mais c'est sous-évalué, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est comme cela que les juges se sont dit, mais attendez, au nom de quoi Havas, enfin c'est le SCGG qui est du groupe Havas, va financer la campagne présidentielle d'un président africain, notamment togolais. Dans la poursuite de l'instruction, ils vont découvrir qu'effectivement cette somme qui a été consacrée à la campagne de Faure Gnassingbé, je dirais c'est l'iceberg. Voilà, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est la partie visible de la chose.
Et en même temps, en 2010, souvenez-vous, vous verrez, Bolloré est venu au Togo, il a été reçu quasiment comme un président de la République, avec tapis rouge. Ouais. Voilà. Et donc, les juges se sont dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans dans une procédure judiciaire, à partir du moment où l'ouverture d'un dossier est fait comme ça, il procède à des perquisitions. Donc, il y a des perquisitions chez Bolloré, chez ses collaborateurs. Il y a des perquisitions chez Pabre Sili. Hein. Pabre est cité dans le dossier. Il est décédé dans le dossier qui est l'ancien décédé. ministre du tourisme, Voilà. Pabre Sili. Ouais. Et c'est toutes ces perquisitions ont donné lieu à des saisies de certaines pièces qui vont nourrir le dossier par la suite. C'est comme ça que les choses ont débuté en 2010. Et l'instruction de cette affaire, c'est pour vous le dire, l'instruction de cette affaire a commencé en 2013. Sur le détail de l'affaire, comment Bolloré et choses se sont fait leur deal, ça, c'est très long à expliquer parce que, au fait, c'était du donnant-donnant. Je vais faire court, c'était du donnant-donnant. Faure Gnassingbé demande le soutien de Bolloré et en contrepartie, on lui donne le port autonome de Lomé. C'est ce qui s'est passé. Le port qui avait une concession de 10 ans, il est passé à 35 ans et on lui a accordé des avantages fiscaux, mais énormes. Donc, ils ont signé un avenant de 35 ans. Voilà. Un avenant de 35 rester, ans. Voilà. Avec des avantages fiscaux qui sont énormes. Ils ont vanté la construction du 3e quai. La construction du 3e quai. Exact. Dans le coût a été jugé par certains observateurs très élevé. Très élevé. On parlait de 300 milliards à l'époque. Exact. Voilà. Et au-delà de cela, mais il y a eu l'embauche du demi-frère de Faure Gnassingbé. Ouais, Patrick Bolovi, qui a été embauché, comme Avas, directeur de la branche de communication de Bolloré. Voilà, alors que ce monsieur, apparemment... Il n'avait pas les compétences. Il n'a aucune compétence là-dessus. Voilà, et puis il venait pas au travail. Mais il était payé à 8 500 € par mois. Ouais, il n'allait pas au boulot et c'est les agents même de Bolloré qui se sont plaints. Qui ont signalé son incompétence. C'est un amuseur. Il n'était pas au boulot, mais il était payé gracieusement. Exactement. Avec d'autres avantages, logement, voiture, voilà, tout ça. Prise en charge, domicile et tout. C'était la totale. Et tout ça, ça ne se justifiait pas. Donc, en droit français, effectivement, lorsque vous faites ça, on appelle ça une corruption d'agents publics étrangers et avec tous les autres détournements de fonds publics ils ont mis toutes les préventions que possibles et on arrive à un moment où l'instruction va amener le juge parce qu'au départ, c'était pas le juge Tourner. Après, on a passé à un autre juge et c'est après, il est revenu. L'instruction va amener l'affaire à demander une commission rogatoire pour qu'on entende des personnes au Togo. Et il y a une des personnes qui était très importante dans cette affaire, c'est Monsieur Gaffan. Monsieur Charles Gaffan, qui est actuellement le PDG de Africa Logistique. Il était le représentant au Togo de Bolloré, un bras droit de Faure Gnassingbé. Il a aussi un cadre de UNIR. On le voit d'ailleurs sur les photos quand Bolloré est venu à Lomé. On le voit vraiment un proche. Hein, et ce monsieur n'a pas répondu à la commission rogatoire. C'est-à-dire qu'il devait être entendu. Il n'est pas venu. Et donc, il n'a pas été entendu par le juge. Ce qui est regrettable, c'est que au Togo, on n'a pas fait non plus d'efforts pour s'expliquer sur ce dossier. C'est vrai que s'il était venu ici, je crois qu'il serait placé en garde à vue aussi, parce qu'il a joué un rôle
plus que conséquent, dont les détails sont dans le dossier. On l'a envoyé, il a fait des missions d'ailleurs dont le contenu, il y a que lui, Faure Gnassingbé et Bolloré qui le savait, qui le connaissait. Hein. Vous savez, quand on envoie quelqu'un directement pour parler de voix à voix, c'est pour éviter que les choses se sachent. Donc, le juge voulait savoir ce qu'il est venu en France, il est venu parce qu'il a été envoyé spécialement par Faure Gnassingbé vers Bolloré pour des choses, pour dire, enfin, je pense, pour affaire. Mais le juge voulait savoir ce qu'il est venu dire. Et voilà. Faure a pris soin de préciser que c'est son homme de confiance et que tout ce qu'il aura discuté avec Bolloré, il faut savoir que c'est lui sa confiance totale. C'est ça. Donc, mais il n'est pas venu. Et depuis, il semble qu'il ne vient plus en France, ce monsieur. Mais ça s'explique parce que il est toujours, l'instruction n'étant pas terminée, l'affaire n'est pas jugée, il était toujours recherché jusqu'à maintenant où l'ordonnance qu'on vient de rendre, ce qu'on appelle une ordonnance, c'est que... En lisant l'ordonnance, on remarque, on lit quelque part qu'il est toujours recherché par la justice française et qu'il n'a plus mis pied en France depuis 2018. Et donc il est recherché comme un délinquant. C'est ça, absolument. À partir du moment où vous êtes considéré comme un délinquant et qu'on vous recherche, vous êtes toujours recherché, c'est sûr. Oui, c'est clair. Donc, si jamais demain il vient, l'affaire n'est pas encore close, elle n'est pas jugée, on peut toujours une précision, faire une réouverture, voilà. Une précision supplémentaire. Est-ce que c'est seulement en France qu'il est recherché ou bien c'est dans l'espace Schengen? Alors, quand on lance le mandat, c'est dans l'espace Schengen, normalement. Si le juge qui a fait la commission le diffuse en tant que quelqu'un recherché dans l'espace Schengen, généralement, les gens, quand on vient ici, on prend un visa de l'espace Schengen, on prend pas un visa pour la France. Donc, s'il est recherché, normalement, ça doit être dans tout l'espace Schengen. Donc, en résumé, comme ça a été dit dans l'ordonnance du juge, depuis 2018, Charles Gaffan n'a plus mis pied dans l'espace Schengen, puisqu'il est recherché comme un délinquant. Ouais. Et selon ce qui est décrit, pour une affaire d'État, qui n'est pas une petite affaire. Donc, à ce niveau-là, le juge aujourd'hui, avant que le juge ne rende son ordonnance, il y a le procureur du PNF qui avait déjà fait son réquisitoire. Il avait déjà rendu son réquisitoire en juin 2024 d'ailleurs. Et le réquisitoire, il est aussi accablant, même plus accablant que l'ordonnance. Au fait, c'est quand on dit réquisitoire du procureur, c'est lui qui accepte et autorise la poursuite de l'instruction par le juge d'instruction et que le juge d'instruction peut continuer par décider soit d'envoyer les gens devant le tribunal, soit de les laisser. Hein, c'est ce qui est dit. C'est soit une ordonnance de renvoi, soit une ordonnance, l'ordonnance comment l'appelle-t-on? L'ordonnance n'envoie pas certaines personnes. Et c'est le cas de Gaffan dans le dossier. Lui n'a pas été renvoyé devant le tribunal correctionnel parce que, comme on l'a pas pu l'entendre, on l'a pas écouté, il ne s'est pas présenté, voilà. Et du coup, on le recherche en vain, et donc, mais oui, on ne peut pas, les éléments ne sont pas mais il ne le trouve pas. Les éléments ne sont pas suffisants pour le renvoyer. C'est ça, au moins, vous savez comment le droit marche en France. Si ça avait été dans certains pays, on vous a entendu, on ne vous a pas entendu. À partir du moment où on estime que vous êtes dedans, mais on vous renvoie quand même devant le tribunal. Non, ici, on l'a pas entendu. Donc, le principe du contradictoire n'a pas pu se faire, n'a pas eu lieu.
il n'a pas pu se défendre, il n'a pas pu donner les éléments pour qu'on sache si les éléments sont suffisants ou pas pour le mettre en examen. Donc, on a considéré que lui ne peut pas être renvoyé devant le tribunal correctionnel. Sinon, le reste... Une question. Oui. Toujours pour éclairer la religion de ceux qui nous suivent. Alors, concernant le cas Charles Gaffan, puisqu'il est recherché par la justice française, il y a un mandat d'amener qui a été délivré contre lui. Oui. Je l'ai lu dans l'ordonnance qui est là. Et il n'arrive plus depuis 2018 dans l'espace Schengen, comme ça a été dit dans l'ordonnance. Si l'affaire est jugée en décembre, est-ce que plus tard il aura des ennuis? Ou bien après que l'affaire soit jugée, il peut revenir en France et repartir tranquillement? Alors, quand l'affaire sera jugée définitivement, quand je dis définitivement, c'est que soit il y a eu des appels, que l'appel a fini, qu'on a une cassation, que la cassation est finie, et que l'affaire n'est plus au tribunal, il peut se déplacer. Mais il y a un risque toujours, parce que l'affaire est jugée, mais les juges, un juge peut toujours dire l'affaire est jugée, lui n'a pas été jugé au fait, parce que à partir du moment où vous n'êtes pas jugé, on peut toujours vous juger. S'il fait partie des gens qui ont été jugés et là on vous a relaxé, vous ne pouvez plus être poursuivi. Mais là, le document qui le suit, la commission rogatoire qui a été émise, ça, l'ordonnance de sa recherche, le mandat d'amener, il est toujours valable, même après le jugement, parce lui n'est pas jugé. On n'a pas dit qu'il est innocent. Non. Ouais. On dit les éléments ne permettent pas de le poursuivre pour le moment. Voilà. D'accord. C'est totalement différent. D'accord. Il y a ceux qui sont déjà décédés, mais qui ont été cités dans l'ordonnance quand j'ai lu l'ordonnance. Oui. Il y a Pabre Sili, qui était ministre du tourisme, et puis il y a aussi Kanekatoa Yao, qui était le patron du patrimoine togolais à l'étranger. Oui, qui est décédé aussi, je crois, ce monsieur. Oui. Et ils avaient joué un rôle aussi dans cette affaire, monsieur Pabre Sili et puis Kanekatoa. Oui, non seulement ils ont joué un rôle, mais ils ont des biens dont l'acquisition sont les sources de financement de l'acquisition de ces biens-là sont mises en doute. Voilà. Donc c'est bon, à partir du moment où les gens sont morts, on peut plus les juger. Ils ont précisé que Pabre avait un appartement aussi, c'est pas s'il a toujours à Saint-Ouen et puis Kanekatoa et tout ça. Bon, bref. Tout à fait. Je ne sais pas si d'ici là s'ils sont gardés ces biens ou s'ils les ont vendus, mais on n'a pas procédé à la saisie conservatoire voilà de ces biens-là. Donc je pense que la famille les héritiers sont toujours propriétaires de ces biens. Donc on en est là aujourd'hui où ce qui est malheureux aussi, ça peut se comprendre, c'est que dans ce dossier, Faure Gnassingbé est la tête de pont, c'est lui l'homme principal du dossier. Mais son immunité le protège. Mais il est protégé par l'immunité. Vous comprenez pourquoi il n'a jamais voulu laisser le titre de président ou autre chose au Togo, parce que ça le protège à tous les niveaux. Hein. Il a une immunité qui fait que on ne peut pas le poursuivre. Mais pour les Togolais, j'espère qu'un jour il y aura une ouverture de d'autres dossiers qui feront qu'on lui demandera des comptes sur cette affaire, parce que c'est beaucoup d'argent du Togo. Quand on parle des milliards que le Togo perd dans cette affaire au bénéfice de Bolloré. Bolloré faisait vraiment des chiffres énormes dans les ports africains. Et il y avait pas que le port, il y avait ces sociétés à côté, il y avait Havas par exemple aussi. Il y avait Havas, il y a Havas, et il y a aussi ils ont eu aussi les marchés sur le plan internet et tout ça avec le groupe Vivendi. En fait,
Moi, je me rappelle qu'on a fait beaucoup de dossiers sur Bolloré au niveau du journal Alternative. Justement, quand les gens s'égosillent pour parler de la France-Afrique, voilà les grands dossiers de la France-Afrique qu'on a eu à traiter pendant longtemps. Et aujourd'hui, selon vous, par rapport à ce dossier, puisque c'est le port autonome de Lomé qui a été bradé au groupe Bolloré, quel est l'intérêt aujourd'hui du peuple togolais à connaître la vérité? Alors, l'intérêt du peuple togolais à connaître la vérité, c'est que d'abord, on parle des finances publiques de l'État togolais. L'argent du port n'appartient pas à Fonya Singbe. C'est de l'argent des Togolais. Que ce soit au port ou ailleurs, c'est les fonds. En fait, c'est les finances de l'État des Togolais qu'on a bradé, on a juste jeté par la fenêtre en donnant ça aux gens. Donc, le peuple togolais est la première victime dans cette affaire. Lorsque l'affaire a commencé, et lorsque Madame Adjamago et le feu Abiomé m'avaient saisi à l'époque en disant on souhaiterait, c'est moi-même qui l'ai proposé d'ailleurs, parce qu'on cherchait des gens on reviendra tout à l'heure sur les partis civils. Les partis civils. Donc, le peuple togolais, je ne sais pas si les gens se rendent compte de la manière dont Fonya Singbe et ses acolytes jettent l'argent des Togolais, tout simplement. Ils jettent l'argent des Togolais parce que, juste pour leur intérêt, ce qu'on a fait à Bolloré, les cadeaux qu'on a fait à Bolloré, mais c'est ce qui ne rentre pas dans les fonds dans de l'État togolais. C'est-à-dire qu'ils bradent les bijoux de famille en contrepartie de leur pouvoir, pour le maintien au pouvoir. Totalement. Eux, ils s'en foutent. À partir du moment où il est là, les sommes, déjà, la cession qui a été faite de façon, voilà, je dirais même, c'est cadeau, voilà, le cadeau qu'on lui a fait, c'est autre chose. Les impôts qu'ils devaient payer, on l'a exonéré des impôts. Toutes les recettes qu'il faisait, il pouvait les ramener totalement en France, c'est ce qui a été fait. Donc, en réalité, les Togolais n'ont bénéficié de peut-être ce qu'on peut considérer comme les gens ont pu faire, c'est qu'il y a eu des gens qu'on a recrutés sur place, des salariés qui sont payés au lance-pierre à 1 franc 6 sous. Mais ça, ce n'est pas ça qu'il faut pour le pays. C'est la dilapidation, comme on dit, de l'argent des Togolais et qui se fait depuis des années et à tous les niveaux. Vous avez ça au port, vous avez ça peut-être au truc de phosphate, vous avez peut-être ça partout. Mais ça, les gens ne se sont pas rendus compte. Parce que si les gens s'étaient rendus compte que ça se passe comme ça, je pense qu'il y a certaines personnes qui ne continueraient pas à soutenir Fonya Singbe et son groupe. Ce n'est pas juste, c'est juste pas possible. Tout ce qu'on a donné à Bolloré, c'est ce que vous n'avez pas en hôpitaux, en route, ce que vous n'avez pas en classe d'université, c'est ce que vous n'avez pas en lycée construit, c'est ce que vous n'avez pas en commissariat construit, c'est ce que vous n'avez pas en salaire de fonctionnaires, c'est ce que vous n'avez peut-être même pas en salaire des militaires, des policiers, des infirmiers, des médecins. C'est ça, un pays. Mais à partir du moment où on a donné cet argent-là, parce que c'est des milliards et des milliards et des milliards, qu'on donne à quelqu'un un cadeau qui s'en va avec, mais nous, on est perdants. Le pays est perdant, ça, il faut le dire. Oui, on est perdant. Et déjà, quand vous voyez aujourd'hui l'état même de la zone portuaire où les voies d'accès ne sont même pas bitumées, où il n'y a pas d'infrastructure, où il n'y a pas de cadre de vie, ceux qui travaillent au port, notamment les dockers, sont payés au lance-pierre. On a fait pas mal d'articles sur le port autonome de Lomé, sur les agissements de Bolloré. Mais quand je lis quand je jette un coup d'œil dans cette ordonnance-là, je le disais tantôt, qui fait une 50aine de pages, il y a des choses quand même assez ahurissantes qu'on apprend dans
cette ordonnance, même si toutes les pièces n'y figurent pas. Quand on parcourt cette ordonnance-là, on tombe vraiment des nues et on se pose la question comment un dirigeant qui aime son pays, qui aime son pays, peut brader des richesses comme ça juste pour son fauteuil présidentiel. Même ceux qui, je suis certain que même les juges français n'en reviennent pas, que des Africains puissent se comporter comme ça. Mais au-delà de tout ça, il y a quand même quelques organisations qui se sont constituées en partie civile. Il y a d'abord Feu Agbome Kodjo, paix à son âme. Il y a Madame Adjamagbo du côté du Togo. Ça, c'est les deux personnalités qui se sont constituées partie civile et qui vous ont sollicité pour les représenter dans le dossier. Mais il y a aussi Sherpa, qui est une ONG française qui lutte contre la corruption. Et puis il y a Anticorps. Alors, parlez-nous un peu de ce processus de partie civile. Comment est-ce que ça a été constitué? Alors, les parties civiles, nous, on aurait souhaité vraiment qu'il y ait plus de Togolais constitués partie civile, pas individuellement. Est-ce que c'est encore possible? Déjà, ça, c'est une première. Oui, bien sûr. C'est encore possible. Alors, être partie civile, on peut le faire même le jour de l'audience. Alors, ceux qui nous suivent, vous entendez très bien. Pour le moment, dans ce dossier, il y a que 2 personnes qui étaient parties civiles côté togolais, Madame Adjamagbo et Monsieur Agbome qui est décédé. Et Maître Ihou nous dit que jusqu'à la dernière minute, d'autres personnes ou organisations peuvent encore se constituer partie civile. Il suffit seulement de remplir les conditions qui sont posées par la loi. Lorsque, si c'est une association, il y a des conditions. Il faut d'abord que l'objet de l'association soit en lien avec la défense des intérêts financiers ou autres du Togo ou des finances du Togo. Il faut que vous ayez que vous existez au moins 5 ans avant la commission de l'infraction et de toute façon les gens n'ont rien à perdre. Soit vous êtes accepté comme partie civile, soit vous êtes rejeté. Moi, lorsque j'avais fait ma demande pour Madame Adjamagbo et Monsieur Kodjo à l'époque, je vous assure que je n'étais pas sûr qu'on puisse accepter leur constitution de partie civile. Mais j'ai senti à l'époque que Madame Prévost-Després, qui est la juge qui instruisait le dossier en ce moment-là, et non pas le juge Tournaire, elle voulait que des Togolais soient partie civile dans ce dossier-là. C'est-à-dire, elle aurait aimé. Je vais résumer ce que vous êtes en train de dire. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent. C'est-à-dire que vous avez fait la démarche et vous avez senti que le juge français lui-même souhaitait que les Togolais se constituent partie civile dans ce dossier. Exact. C'est incroyable. Parce qu'elle ne comprenait pas que dans ce dossier, la personne au Togo ne se manifeste. Voilà. Et c'est même étonnant que l'instruction qui est commencée dans 2013, personne ne s'est manifesté, ni du côté victime. Dans la diaspora, comme au Togo, il y avait plein d'associations dans la diaspora, personne ne s'est manifesté pour être partie civile, ni au Togo. Et il y a que à l'époque, Madame Adjamagbo et Monsieur Agbome qui ont eu le flair de se constituer partie civile. De se manifester parce que l'un et l'autre étaient candidats aux élections de 2010. Donc ça, c'était justifié. Lorsque on a posé un peu la question du côté du gouvernement togolais en disant, mais en fait, c'est les finances de l'État togolais qui souffrent de cette affaire-là. Donc, même l'État togolais pouvait se constituer partie civile. Et la réponse qu'on a entendue, c'est de dire que c'est une affaire franco-française. C'est-à-dire, c'est ce que le Togo a dit. C'est le Togo a dit, cette affaire, c'est entre la France et les Français entre eux. Ça ne nous concerne pas. Ce qui est faux.
Parce que Totalement d'ailleurs. si vous lisez En lisant l'ordonnance, en lisant l'ordonnance, on voit tous ceux qui sont impliqués là-dedans, les transactions des bien fonds, évidemment. tout ça. Ouais. On voyait très bien que J'ai plus le temps de lire l'ordonnance totalement, j'ai vu. le nombre de fois où on cite le nom de Faure Gnassingbé, le nombre de fois le nom de son petit, le nom de Patrick Bolouvi, le nom de Fabrice Ly, le nom de Yao Kanikatua, le nom de Charles Gaffan et tout. Voilà, la tout police. ça là, ce n'est pas des Français, hein, c'est pas la France. C'est des Togolais. C'est des Togolais. Donc l'affaire concerne principalement le Togo d'abord. Mais bon, on sait très bien que ces gens ne veulent pas qu'on lève le voile sur les choses et ont refusé systématiquement d'apporter leur concours au juge d'instruction dans cette affaire. C'est ce qui c'est ce qui reste grave pour les gens comme monsieur Gaffan, parce que à partir du moment où il a refusé d'apporter son concours à la justice française, il restera sous le coup de ce mandat-là. Ça, c'est sûr et certain. Monsieur Gaffan, non seulement il est totalement mouillé dans cette affaire, il est une pièce maîtresse, mais il s'est soustrait à la justice française et la justice française le considère comme un délinquant ambulant. Exact. Ben oui. C'est clair. Si vous, non seulement les éléments qui sont dans le dossier démontrent que vous êtes impliqué, hein, ce n'est pas seulement présupposé, mais vous êtes impliqué. Ceci étant, on vous donne l'occasion de vous défendre, parce que le droit français c'est cela, on vous donne l'occasion de vous expliquer, éventuellement de vous défendre et peut-être vous soustraire de cette affaire pour qu'on puisse vous disculper. Mais vous refusez carrément de répondre à la justice. C'est vrai que à partir du moment où vous faites ça, vous permettez, maître, c'est clair que lorsque on lit cette ordonnance-là et toutes les informations qui sont dedans, Monsieur Gaffan était un envoyé personnel de Faure Gnassingbé auprès de Vincent Bolloré, et donc Faure Gnassingbé a certainement dit à son ami, donc Charles Gaffan, de ne pas répondre devant la justice française, parce que si jamais il le faisait, tous les secrets seront dehors. Donc Monsieur Gaffan ne fait peut-être certainement qu'exécuter peut-être le souhait de Faure Gnassingbé de ne pas répondre. Certainement. Parce que c'est la pièce principale, Monsieur Gaffan. Exact. C'est une pièce principale du dossier. Lui, il est vraiment l'élément maîtresse de la situation, et il ne peut pas ne pas dire certaines choses. En tout cas, il ne peut pas ne pas répondre à certaines questions qu'on aurait pu lui poser s'il était venu devant le juge d'instruction. Malheureusement, je crois il sait d'ailleurs, il sait que que s'il vient, peut-être qu'il ne pourra plus retourner à Lomé. Hein. S'il n'est pas venu, certainement aussi que c'est Faure Gnassingbé qui lui a interdit de venir. Et si Faure Gnassingbé lui interdit de venir, il viendra pas. Il ne viendra pas répondre devant les juges. C'est le seul regret que moi j'ai pu avoir dans cette affaire, parce que on aimerait avoir leur version, leur position. Pourquoi ça? Pourquoi vous avez fait ça? Et pourquoi vous êtes amené, je sais pas, pourquoi vous êtes amené à procéder de cette manière-là? C'est de la délinquance, c'est du voyou, c'est du banditisme organisé d'État. Et ça, ce n'est pas tolérable, c'est pas bien. Si nous on le dit, vous comprenez très bien que les magistrats se disent, mais si ces pays-là fonctionnent de cette manière, on comprend pourquoi il n'y a rien qui marche dans ce pays-là. Et certains des leurs participent à cet état de choses. Dans ce dossier, Monsieur Bolloré et ses collaborateurs ont tout fait pour dire que cette affaire ne les concerne pas, parce qu'eux aussi disent que c'est une affaire des Togolais. Et deux, que au fait, ils n'ont jamais corrompu qui que ce soit, qu'ils n'ont jamais, les pièces disent autre chose. Ouais. Voilà. Est-ce que vous permettez que je puisse partager avec tous les compatriotes qui nous suivent, sans trahir quoi que ce soit, puisque c'est dans l'ordonnance, le message que Faure a fait porter
à Vincent Bolloré par Charles Gaffan. Oui, oui, oui. Alors, c'est l'une des pièces du dossier qui a été saisie. Oui, oui. Donc, courrier de Faure Gnassingbé à Vincent Bolloré. Et c'est Charles Gaffan qui a porté ce courrier-là. Et je vous lis, c'est dans l'ordonnance. Voilà ce que Faure Gnassingbé écrit, ce qu'il a remis dans les mains de Charles Gaffan pour Bolloré. Je voudrais me réjouir des liens de partenariat exemplaires qui unissent le Togo et le groupe Bolloré et m'appuyer sur ce que nous entretenons personnellement pour dépêcher auprès de vous, Monsieur Charles Gaffan, point. Mon envoyé spécial, qui a toute ma confiance, saisira cette opportunité pour vous livrer un message verbal. Voilà. Je n'ai aucun doute que vous accorderez foi et crédit à tout ce qu'il vous dira de ma part, surtout lorsqu'il vous renouvellera l'expression de ma cordiale estime. Donc, c'est une pièce qui est dans le dossier voilà. T822-6. C'est ça. Donc, je vous relis la pièce. Elle a été saisie, c'est une pièce du 15 septembre 2009. Courrier de Faure Gnassingbé à Vincent Bolloré que Charles Gaffan a porté en main propre. Donc, Faure Gnassingbé écrit à Vincent Bolloré ceci. Je voudrais me réjouir des liens de partenariat exemplaires qui unissent le Togo et le groupe Bolloré et des liens de partenariat et m'appuyer sur ce que nous entretenons personnellement pour dépêcher auprès de vous, Monsieur Charles Gaffan. Mon envoyé spécial qui a toute ma confiance saisira cette opportunité pour vous livrer un message verbal. Je n'ai aucun doute que vous accorderez foi et crédit à tout ce qu'il vous dira de ma part, surtout lorsqu'il vous renouvellera l'expression de ma cordiale estime. Voilà. Alors cette lettre, elle est très parlante parce que ce qui est important dans cette lettre, c'est pas la lettre. Ouais. Ce qui est important, c'est dans la lettre, puisqu'il a dit que c'est un message verbal. Ouais. Voilà. Ce qui est important, ce n'est pas le contenu de la lettre, c'est ce que verbalement. Ouais. Charles Gaffan va transmettre. Voilà. Et ça, les juges auraient aimé. Écoutez Charles Gaffan. Voilà. Ce que Monsieur Gaffan est venu dire à Monsieur Bolloré à ce moment-là. Parce que c'est très important. C'est ce que je dis. À partir du moment où le monsieur, il est porteur d'une lettre, mais on ne dit rien, quasiment rien dans la lettre. On dit seulement faites confiance à cette personne. La personne va vous donner des éléments de ma part. Alors, c'est quoi cette affaire? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il est venu dire d'aussi important qu'on ne peut pas l'écrire, qu'on ne peut pas... C'est ça, quand on rentre dans des circuits que moi je qualifie parfois de mafieux, c'est comme ça. Il y a des choses qui ne se disent pas, qui ne s'écrivent pas, mais qui se disent d'homme à homme. Et c'est ce qui a été fait. Et les magistrats auraient aimé entendre Monsieur Gaffan sur cela. Malheureusement, voilà. Il n'a pas répondu. Voilà. Et donc, aujourd'hui, vous êtes dans le dossier pour le compte de Feu Agbome Kodjo, Madame Adjamagbo. Et dites-nous comment ça se passe avec cette partie civile-là. Alors, pour le moment, en tant que partie civile, moi, on récolte les éléments qui sont nécessaires pour justifier et apporter les éléments de preuve de ce que ces personnes sont victimes. Alors, la difficulté qui s'est posée, c'est le décès de Monsieur Kodjo. Oui, le décès de Monsieur Kodjo fait que aujourd'hui, il n'y a que ses héritiers qui peuvent venir en suppléance à sa constitution de partie civile. C'est qui ces héritiers, maître? Oui, il y a que... Pardon? C'est qui ces héritiers? Des héritiers politiques ou les héritiers de famille? Les héritiers, sous-entendu, non, les héritiers de famille, parce qu'il a subi à la fois un préjudice sur le plan politique, mais aussi un préjudice sur le plan familial. Ces héritiers politiques
aurait pu aussi. Mais il suffisait d'apporter, je sais pas comment son parti était constitué, qui était le vice-président, si dans l'organisation de ces élections, qui était avec lui, mais personne ne s'est manifesté. En dehors de lui, personne ne s'est manifesté à cette époque-là. Moi, c'est vrai que 2010, moi, j'étais pas au Togo, je sais pas comment les élections ont été organisées, je sais pas, je crois, c'est son parti, c'est MPDD, je crois, à l'époque, qui l'a représenté, mais dans l'organisation de MPDD en tant que parti politique, aurait pu. 2010, pour rafraîchir la mémoire à ceux qui nous suivent, il y avait Fogna Singbe comme candidat, il y avait le candidat du FRAC, Jean-Pierre Fabre, il y avait Agbome Kodio qui était le candidat de MPDD, je pense. Il y avait Madame Adjamagbo, MPDD Oubu, il y avait Madame Adjamagbo qui était candidat de la CDPA. Il y avait, je pense, Maître Agboibo qui était aussi candidat. Et puis bon, je pense qu'il y a eu d'autres petits candidats aussi dont je ne me rappelle plus trop. Voilà ceux qui étaient les plus grands candidats pour l'élection de 2010. Monsieur Fabre aurait pu aussi se porter. Monsieur Fabre était candidat. Il y avait Gogué, quelqu'un disait Gogué aussi. Il y a Gogué qui était candidat aussi. Et donc c'est pas toujours tard pour les gens de se constituer partie civile, c'est ça? Ah non, ce n'est pas trop tard. Le problème, c'est que moi, personnellement, je n'ai pas compris pourquoi ces gens ne se sont pas manifestés. Alors, il y a eu des associations qui se sont manifestées un peu tardivement et la demande est faite. Il y a eu, le juge n'a pas tout reçu, mais on a fait appel là-dessus et ça, on verra au mois de mai, je crois, avril ou mai, je l'ai plus en tête. Pour reprendre un peu les arguments et justifier, mais il y a des personnes au Togo qui sont concernées, qui sont des victimes concernées par cette affaire. Ne serait-ce que par exemple, je pense qu'au port, il doit y avoir une association des gens au port qui sont des victimes directes de cette affaire. Il y a au Togo des riverains qui, la construction du troisième quai... La construction du troisième quai a créé des dommages énormes pour les riverains. Exactement. Ouais. À ces gens-là. Mais personne de ces gens, tous ces gens-là sont des victimes directes qui pourraient plus se constituer partie civile. Mais personne. Alors, est-ce que les gens ont peur au Togo de se constituer partie civile et que après on les arrête à Lomé, tout ça, j'en sais rien. Non, Madame Adjamagbo est partie civile. C'est vrai qu'il y a un moment qu'on lui crée des histoires, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Non, je pense que être partie, c'est votre droit, c'est le droit tout simplement. Les gens qui ont subi d'énormes préjudices au niveau de la conscience de ce qu'est-là, je ne comprends pas que aucun n'ait pu dire, mais moi j'ai perdu ma maison, j'ai perdu ça, j'ai perdu j'ai perdu des choses en raison de la conscience de ce troisième cas qui était le fait de M. Bolloré et Fogna Singbe. Voilà, c'est des gens qui auraient pu se manifester pour le faire, mais personne ne le fait. Alors, toujours dans ce qui étonne d'ailleurs les magistrats français. Hein. Ouais. Les magistrats français sont étonnés que des Togolais ne se bousculent pas pour être partie civile dans cette affaire, qui est d'ailleurs notre affaire, qui concerne un joyau de notre pays, le port autonome de Lomé. Mais il y a deux associations françaises qui sont là-dedans, Anticor et puis Sherpa. Oui. Alors, Anticor et Sherpa, c'est deux associations qui ont, je dirais, pignon sur rue sur le plan international. Ouais. Et très souvent, elles apportent leur soutien à tout ce qui concerne, parce que il y a cette partie qu'on reproche à Bolloré au Togo, hein, cette partie comment l'appelle-t-on, corruption d'agents publics, détournement de fonds et autres. Mais ces associations considèrent généralement que c'est une violation des droits de certaines personnes, de certains peuples. C'est pour cela que Sherpa et Anticor sont là. Tout ce qui est corruption
qui concernent des gens en France ou ailleurs, dès que Sherpa et Anticorps savent qu'il y a corruption, leur objet, c'est de lutter contre tout ce qui est corruption, ici comme ailleurs, dans le monde. Donc, ils sont toujours là, à ce titre-là, pour défendre les intérêts de ceux qu'on considère comme des victimes de voyous dans le monde des affaires. D'accord. D'accord. Et donc, D'ailleurs, les avocats de M. Bolloré ont tenté de faire éjecter Anticorps et Sherpa. Ils n'ont pas réussi parce que c'est des associés. Oui, donc les avocats de Bolloré ont voulu faire éjecter Anticorps et Sherpa de la partie civile. Oui. Ah ouais. Oui, ils ont tenté, en disant qu'elle n'avait pas intérêt dans cette affaire. Et je crois qu'à un moment donné, le Sherpa ou Anticorps, n'avait pas son agrément renouvelé. Mais entre-temps, l'agrément a été renouvelé. Donc, ils ont profité à ce moment-là, dit non, il faut pas les recevoir. Ils n'ont pas, on avait plaidé une partie de ce dossier là-dessus, où ils refusaient carrément la constitution de partie civile des deux. Alors, nous poursuivons cet entretien avec Maître Alexis Iou, avocat au barreau de Lille, qui est dans ce dossier Bolloré aux côtés des parties civiles togolaises, notamment Feu Agbome Kodjo et puis Madame Adjamagbo. Le dossier Bolloré est un dossier très intéressant qui concerne les Togolais en premier. Et quand vous lisez l'ordonnance de renvoi du juge en correctionnel, c'est un document très très intéressant, rempli d'informations, de révélations. J'ai passé la journée hier à le lire totalement. C'est une 50aine de pages. Alors, nous allons faire monter quelques amis, au moins 5 personnes au plus, pour poser exclusivement des questions d'éclaircissement à Monsieur Ahmed Iou, juste sur le dossier. Il y a des gens qui posaient des questions tout à l'heure dans les commentaires. Comment on fait pour devenir partie civile? Est-ce qu'on peut devenir partie civile jusqu'au dernier jour du procès? Vous allez poser ces questions-là. Les modérateurs vont faire monter au plus 5 personnes, parce que on va mettre fin au live. Il y a un live demain. Donc, on va monter quelques personnes pour poser des questions exclusivement sur le dossier à Maître Iou, et puis il prend le temps de vous répondre. On a encore 15 minutes ou au plus 20 pour terminer ce live-là. Merci Aïcha d'être montée. J'espère que tu vas bien. Tu as des questions à poser à Maître Iou, tu peux les poser. Voilà, à toi la parole. Bonjour tonton Ferdinand, merci pour tout ce que vous faites. Merci monsieur Alex pour vos explications. J'ai suivi avec attention et avec un cœur qui est chaud. Ma question c'est que, est-ce que les Togolais qui vivent au Togo, qui ne sont pas en France par exemple, mais ils sont au Togo, peuvent porter plainte au jour d'aujourd'hui, et quelle est la procédure qu'elles doivent prendre pour le faire? Alors, porter plainte, c'est différent d'être partie civile, hein. Oui. La plainte a déjà eu lieu. Les éléments qui ont été retenus, aussi bien pour le Togo que pour la Guinée. J'ai parlé de la Guinée. Je me suis pas trop étendu sur la Guinée. Il faut savoir qu'exactement ce que Bolloré a fait avec Faure Gnassingbé au Togo, il a fait exactement la même chose en Guinée. C'est d'ailleurs cette coïncidence qui fait que les juges n'ont pas de doute sur le mécanisme mis en place, parce que les deux étaient candidats à une élection présidentielle, les deux étaient plus ou moins contestés dans leur pays, et les deux étaient financés par le même organisme de Bolloré. Vous voyez, c'est ça. Donc, pour répondre, oui. Est-ce que je peux, comment on appelle ça, je peux apporter de l'eau à votre moulin? Vous vous rappelez que en 2017, quand Alpha Condé s'est invité dans la crise togolaise, nous étions parmi les journalistes qui avaient dénoncé la médiation d'Alpha Condé en attirant l'attention de l'opposition que Alpha Condé allait les trahir. Mais l'opposition, je vous assure que
et la classe politique, en tout cas certains leaders, se sont attaqués à nous. Et pourtant, on savait déjà que dans cette affaire dans cette affaire Bolloré, Alpha Condé et Faure Gnassingbé étaient de connivence. Mais même au-delà de ça, c'est que Alpha Condé, lorsqu'il a été condamné par Lansana Conté lorsqu'il était opposant, c'est Eyadema qui est intervenu pour sa libération. Et quand il a été libéré, il a été accueilli au Togo, il est resté pendant longtemps au Togo avant de repartir en exil. Donc, lorsque Alpha Condé est rentré dans le jeu pour devenir médiateur aux côtés du président ghanéen, j'ai fait plusieurs articles et j'ai même été attaqué par les opposants qui m'ont insulté et à la fin, Alpha Condé les a balancés. Et voilà, aujourd'hui, les gens étaient naïfs. Voilà. Ils étaient vraiment naïfs parce que, au fait, Alpha Condé et Faure Gnassingbé étaient dans un autre dossier ensemble depuis longtemps. Voilà. C'est depuis longtemps, depuis ça date depuis 2001, 2009, 2011. Donc, en ce moment-là, déjà, ils avaient déjà bâti. D'ailleurs, dans le dossier, le fond du dossier, c'est Faure qui a conseillé Bolloré d'aller en Guinée. D'aller en Guinée. D'aller en Guinée. C'est Faure qui a dit à Bolloré. C'est Faure qui a dit à Bolloré d'aller en Guinée. Pour soutenir Alpha Condé. De soutenir Alpha Condé. Voilà. C'est lui. C'est lui qui l'a envoyé. C'est son ami. Voilà. Donc, il fallait lui donner aussi un coup de main dans les courriers qui ont été échangés. Vous voyez qu'il fallait lui donner un coup de main. Et donc, il est parti. Bolloré est parti là-bas. Après, ils ont fait, ils ont écrit un bouquin, je sais pas quoi là, dit pour la campagne qui a coûté la peau des fesses. Avec Bernard Kouchner. Voilà. Et tout ça là, au fait, a été à raison de dire que malheureusement les opposants n'ont pas vu cette affaire venir en 2017 parce que c'est la continuité de leur banditisme, c'est la continuité de ce qu'ils faisaient. Voilà. Mais qu'est-ce qui empêche d'autres opposants de faire exactement ce que Mme Adjamamo a fait? Qu'est-ce qui je ne sais pas. Alors, c'est ce que j'ai pas encore répondu à votre question. Vous me dites si les gens peuvent porter plainte. Oui, les gens peuvent se porter partie civile. Parce que la plainte, elle existe déjà. La plainte, en fait, c'est l'État français même qui a déposé plainte. C'est l'État français qui poursuit les gens. Par contre, rien n'empêche un juge togolais de poursuivre les acteurs de cette affaire au Togo. Mais bon, ça, c'est un rêve, parce que je sais très bien que c'est les mêmes personnes et que aucun juge au Togo n'aura cette. Alors, il y a, à la suite de la question de Aïcha, il y a quelqu'un qui demande, maître, quelle est la procédure pour se constituer partie civile? Alors, la procédure pour se constituer partie civile, c'est juste de prendre un avocat, de donner les éléments qui permettent de justifier qu'on est partie civile. Alors, j'ai donné certains éléments tout à l'heure. Par exemple, je dis, les gens qui ont été victimes du troisième quai, ils auraient pu, il suffit seulement qu'ils apportent les éléments en disant, moi, je m'appelle tel, je suis né là, je vivais là, quand on a fait le port, voilà ce qui s'est passé, ce que j'ai subi. Je demande à ce que M. Bolloré répare. Ce n'est pas l'État français qui va, c'est M. Bolloré qui est dans cette affaire et ses acolytes. Que mon préjudice soit réparé. Il y a les partis politiques qui étaient à l'époque, qui étaient les candidats aux élections, qui étaient dans les élections, participant aux élections. Ces partis politiques peuvent toujours se manifester, mais elles l'ont pas fait. Alors, comme les Togolais ne se sont jamais manifestés, les seules personnes qui se sont manifestées après, c'est Mme Adjamabo et M. Kodjo. Ce que je crains aujourd'hui, c'est que si vous avez une foule de gens qui viennent demander d'être partie civile, que les juges ne se disent, vous étiez où pendant tant de temps? Peut-être certains seront acceptés, peut-être d'autres non. Donc là, parce que là, on va donner un travail supplémentaire aux magistrats, parce qu'il faut analyser les éléments que on donne pour être admis comme partie civile.
Mais ce n'est pas impossible. C'est un droit. Être partie civile, c'est un droit. Je le répète encore, ces personnes-là peuvent le faire, peuvent encore le faire jusqu'au jour du procès. Si vous avez, voilà, si vous êtes une victime, vous pouvez toujours le faire. Et ça se fait pas à travers l'avocat. Vous déposez la demande. Il faut motiver la demande. C'est ce qu'on appelle une demande motivée de partie civile. Et puis on accepte votre constitution de partie civile, ou on peut refuser aussi votre constitution de partie civile. Mais enfin, pour moi, ça n'engageait ces gens-là à rien de faire la demande à l'époque. Que ce soit les partis politiques ou les sociétés civiles victimes de cette affaire-là. Parce qu'il y en a. Pour moi, il y a beaucoup plus de victimes que Mme Adjamabo et M. Kodjo. Hein. D'accord. Il y en a beaucoup plus. Merci d'avoir répondu à Aïcha. On va avancer. Merci beaucoup, Aïcha, d'être montée pour poser. Merci beaucoup. Merci infiniment. Donc, Aïcha, si tu veux te porter partie civile, tu sais quoi faire. Et il y a Monsieur Zachary, je pense. Vous pouvez poser les questions. Bonsoir, mon très cher frère et ami, Monsieur Ferdinand. C'est Zachary Mama Wali, du nom de Zach Maza. Ah ouais, salut. Donc, dans tous les cas, je remercie ici mon très cher compagnon de lutte, Alexis Soubou, avec qui j'ai travaillé dans le gouvernement de feu Dr Agbome Vincent Kodjo pendant 4 ans. C'est un dossier qui nous a beaucoup pris de temps. Et je profite encore pour dire merci, surtout à notre maître Alexis Soubou pour tout le temps et les sacrifices qu'il a investi dans ce dossier, dans la Constitution et surtout dans le suivi et jusqu'à l'heure actuelle. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un dossier qui date depuis 2010. Et que Dr Vincent Kodjo a pris ce dossier très sérieux parce qu'il savait ce que représentait le port autonome de Lomé en eau profonde dans l'économie du Togo. C'est un poumon, c'est-à-dire pour notre pays, que Fort Ressources Nanyasingbe et son système ont bradé pour des centaines de milliers de francs. Ce qui est inadmissible, flambant ainsi, c'est-à-dire tout processus de développement. Des milliards, hein? Des milliards. Donc, lui, il a reçu seulement que des centaines de millions pour des milliards que Bolloré et son entreprise vont engranger. Donc, c'est l'occasion pour nous de remercier encore la justice française pour le dossier là. Il faudrait que nous, en tant que Togolais, on peut aller à la question pour gagner du temps, s'il vous plaît. Oui. Pour la question, c'est que actuellement que le dossier continue par être toujours suivi, est-ce qu'il n'est pas encore possible que nous apportions surtout le support à Alexis Soubou, parce que Alexis Soubou est accepté déjà dans le dossier. Quels sont les supports qu'on doit lui apporter, parce qu'il faudrait que le peuple togolais le supporte. Quels sont les apports que vous attendez, c'est-à-dire du peuple togolais en général, pour que vraiment le dossier là puisse aboutir, c'est-à-dire, comment on dit, à l'éclatement de la vérité, et que le dédommagement soit fait à la hauteur du préjudice que cela a fait subir au peuple togolais pendant des années. Et comment également rompre, c'est-à-dire ce contrat qui est vraiment d'une vilainie inexplicable. Merci encore une fois. Alors, M. Zachary, avant Maître Alexis Soubou, je peux vous dire que nous travaillons beaucoup sur ce dossier-là. Moi, en tant que journaliste, ayant aussi beaucoup traité l'affaire Bolloré, nous faisons des échanges d'informations, de documents. S'il y a d'autres Togolais qui ont des documents à apporter pour étoffer ou pour permettre à l'avocat de défendre les intérêts des parties civiles, pourquoi pas. Moi, je suis très à fond dans ce dossier aux côtés de Maître Alexis Soubou. Et voilà, l'appel est lancé à tous les Togolais. Ça, c'est un travail que nous faisons sans bruit, tranquillement, pour le bien de notre pays. Voilà, on n'a pas besoin de venir faire la publicité sur ça. Mais comme vous venez de le demander, s'il y a d'autres Togolais, par exemple, les gens qui sont victimes
de la construction du troisième quai. Je sais que ces gens-là ont fait publier beaucoup d'articles dans la presse, ils m'ont même saisi en tout temps. S'ils peuvent se constituer et envoyer des documents, mettre Alexis ou être déjà dans le dossier, ils n'ont plus besoin de prendre un nouvel avocat. Il suffit de venir rencontrer Maître Alexis ou de lui transmettre les dossiers. Et si d'aventure Bolloré est condamné à vous dédommager, au moins les maisons que vous avez perdues sur la côte là-bas, vous allez récupérer un peu d'argent chez Bolloré. C'est aussi ça aussi l'enjeu. Donc, à vous de voir. Nous, on ne va pas tout faire. On va pas aller de maison en maison pour supplier les gens. Mais ici, c'est un espace où on échange, où aussi on essaye de partager des informations qu'il faut. Donc, Maître Alexis Iou, il est à la disposition de tous les Togolais. S'il y a des gens qui ont intérêt à agir dans ce dossier-là, ils peuvent approcher Maître Alexis Iou. Maître, j'ai peut-être un peu répondu à votre place, non, mais vous avez complément. merci, Ferdinand, d'avoir répondu. C'est exactement ce que j'allais dire, parce que ce que on peut attendre des gens, c'est d'apporter. Il y a Sikavi dedans. Les modos, vous pouvez faire monter Sikavi. D'apporter des pièces, d'apporter des éléments qui puissent concourir à la manifestation de la volonté de ces victimes-là. C'est ça, surtout que c'est de ça, cela que je sais que avec Ferdinand, on échange déjà beaucoup là-dessus, et il y aura des choses qui heureusement qu'il est là, parce que franchement, on ne cessera jamais de te remercier, parce que toutes les publications que tu as eues, même avec les contestations de certaines personnes, on se rend compte aujourd'hui que c'est d'une utilité ultime. C'est importantissime d'avoir les documents de l'époque, parce qu'il n'y a pas que tout ce qui s'est passé après, mais ça fait des années, plus d'une dizaine d'années, que Alternative publie des dossiers sur Bolloré. Bon, certains croyaient que ça ne sert à rien, ou que ça, mais aujourd'hui, on se rend compte de l'utilité de cela. Et c'est hyper important d'avoir tous les documents qui concernent le dossier Bolloré et le port de Bolloré, même ceux qui ne concernent pas le port uniquement, parce qu'il y a le port, mais il y a aussi toutes les sociétés annexes qu'il avait à côté. Et ça, on en a besoin. Et si les gens, effectivement, qui sont à Lomé ont des documents qui concernent cette affaire, je suis preneur. Alors, il y a Sikavi qui veut poser question, on peut le monter. Il y a Jeune Junior, on peut le monter aussi. Alors, protocole, vous avez la parole pour poser quelques questions. Beaucoup, Ferdinand. Merci beaucoup, Maître, pour ces explications très pertinentes. J'avais d'abord une petite question. Je ne sais pas si dans cette affaire, il y a aussi une infraction d'abus de biens sociaux qui est en cours, parce que j'ai un document devant moi dans lequel, dans cette affaire Bolloré, il est également évoqué des infractions d'abus de biens sociaux commis courant 2009 et 2010 au préjudice de la société Euro RSG, résultant de la facturation irrégulière des prestations pour la campagne électorale de Faure Gnassingbé au Togo en 2010, et d'abus de confiance au préjudice de la société SNSDV Afrique. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Et si, au fait, ces infractions-là existent, mais c'est ce qu'on reproche aux dirigeants d'avoir fait au fait, ils ont pris l'argent de la société pour faire des choses qui ne correspondent pas à l'objet de la société. C'est ça c'est ça qui est qualification de détournement de fonds et d'abus de biens sociaux. EuroSGG, c'est des sous-sociétés qui appartiennent au groupe Bolloré. Ouais. Et c'est bien mentionné d'ailleurs dans le document, dans l'ordonnance de renvoi. Donc ils sont dedans. Cette infraction est qualifiée, elle reste valable. Ouais. Merci, protocole. Madame Sikavi, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Bonsoir, Maître Alex. Alors, j'ai une question. Je reviens sur la constitution de parti civil. Et vous avez mentionné qu'il faille prendre un avocat, ce qui est tout à fait normal. Mais connaissant vos honoraires, pardon, chers confrères, mais c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Alors, d'où la question de est-ce qu'il est possible une class action?
dans cette affaire? Alors, la class action n'existe pas en droit français en tant que tel. C'est-à-dire que chez nous, les avocats peuvent toujours faire une convention d'honoraires avec une partie fixe et une partie proportionnelle. Ce n'est pas comme aux États-Unis où l'avocat finance et se fait un partage moitié-moitié ou moitié ou 60-40. Non, c'est interdit en France. Par contre, je vais donner une réponse beaucoup plus claire là-dessus. Monsieur Awali est parti. S'il était là, il peut témoigner que depuis que j'ai commencé à défendre ce dossier de Monsieur Agbéomé, je n'ai jamais sollicité d'honoraires de la part de Monsieur Agbéomé Kolo. Jamais. Pour Madame Madjamago, oui, elle a contribué je veux dire, une partie infime, mais une partie quand même. Et elle a contribué à mes frais fixes, parce que quand vous vous déplacez, aller à Paris, ce n'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pas trois fois, c'est pas quatre fois, pour aller à des audiences. Quand vous mettez des heures pour lire des documents, quand vous mettez des heures pour préparer le dossier, c'est à vos frais. C'est ça. Donc, merci à Madame Adjamago parce que elle a été correcte. Elle a su que je m'investissais et elle a participé. Ce n'est pas ce à quoi je pourrais prétendre qu'elle a fait, mais c'est déjà un geste. Donc, c'est pour dire aux gens que moi, au départ, j'avais privilégié le côté nationaliste en fait. Maître Riou n'est pas dans ce dossier pour de l'argent. Il est d'abord un Togolais, un patriote, et je rappelle que Maître Riou défend déjà quelqu'un comme Franklin Nyamsi gratuitement. Donc, Maître Riou, il est dans ce dossier en tant que patriote, il se bat pour la vérité pour les Togolais. Ça n'empêche quand même pas que s'il y a des Togolais parfois qui veulent contribuer à ces déplacements, quand il doit se déplacer de Lille sur Paris et tout ça, ça c'est pas, voilà. Donc il est dans ce dossier en tant que patriote. C'est ça. Si Mohamed, en fait, vous avez d'abord répondu en partie à ma deuxième question qui allait suivre, la question du pro bono. Oui. Si vous pensez qu'effectivement c'est possible et dans ces conditions ne pouvant pas le faire seul, si vous pensez, je sais pas, vous accompagner d'autres avocats qui peuvent prendre ce dossier pro bono avec vous. C'est quelque chose, c'est une bonne question, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on avait tenté. Alors, tout au départ, on avait tenté de faire carrément un collectif. D'avocats. Pour assurer vraiment, parce que nous, que ce soit moi ou mes autres confrères, on était partis dans l'idée de faire un collectif, d'abord pour avoir beaucoup de poids dans le dossier et avoir beaucoup de nos compatriotes partis civils, c'est-à-dire les associations, les gens dont j'ai cité tout à l'heure qui pouvaient venir. Et je me souviens qu'on avait fait deux ou trois réunions avec les gens de Lomé, ceux qui sont susceptibles de se faire, de se présenter. Et parmi nous, il y a, parmi les avocats, on avait un Européen, il y avait un Blanc. Ouais. Lui, on ne pouvait pas lui dire, on va faire quelque chose de nous défendre gratuitement. Ça, ce n'est pas possible. D'abord, il n'est pas togolais, donc il ne verra pas son intérêt. Ensuite, voilà, lui, les gens... Et donc, ce processus a foiré. Parce que certains, comme moi, comme d'autres, comme Raphaël, on a dit, on peut le faire vraiment sans mettre l'argent devant. Et sauf que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et donc, on s'est retrouvé. Moi, je me suis retrouvé avec deux clients à qui j'ai expliqué que je me battais d'abord pour le Togo, comme je me bats toujours ailleurs aussi pour le Togo d'abord. Voilà, je ne dis pas que le jour où je gagne et que on veut me payer, je dirais non, mais au moins, je n'ai
Vous savez, moi, quand je travaille, j'ai un logiciel sur lequel je travaille. La somme qui se trouve sur mon logiciel, qui normalement devait être facturé, me payer, si je vous le dis aujourd'hui, vous ne pouvez pas croire, mais je n'ai strictement pas, même pas le centième de ça. Donc c'est ça qui est important. Donc c'est vrai que si des avocats veulent s'associer à moi pour travailler sur le dossier parce que ils sont prêts à travailler comme je le fais, mais pourquoi pas? Le problème c'est que c'est rare de trouver des avocats qui vont accepter de faire cela pro bono. Je ne crois pas. Si on a essayé, ça n'a pas marché. Alors, Voilà. Je pense qu'on va compter sur Monsieur Ferdinand pour lancer le cri d'alarme vers les juristes qui peuvent aider. Non, mais la question est très... Non, mais parce que ça, c'est très intéressant dans la mesure où si ça Madame peut Sika, aider. moi, je travaille déjà beaucoup avec Maître Iou sur la documentation. Il y a plein d'ONG, même des ONG ici en France qui m'ont contacté pour avoir des documents, des éléments. J'avoue que c'est un dossier sur lequel on ne dort pas, mais c'est pas des choses qu'on dit sur la place publique. Mais s'il y a d'autres Togolais qui sont disponibles, parce que c'est une question de disponibilité, qui sont patriotes et qui veulent se mettre dans la danse aux côtés de Maître Iou pour apporter un plus à ce qu'il fait déjà, ils seront les bienvenus. Maître Iou, Ça, c'est important. il a une méthodologie de travail, c'est quelqu'un d'assez rigoureux, il est très droit, il est patriotique. Si ces conditions sont réunies, les gens peuvent rejoindre Maître Iou pour faire ce travail-là, ça n'y a pas de problème. Et puis, il vient de le dire encore, il n'est pas encore tard pour que d'autres Togolais ou associations ou organisations se constituent partie civile jusqu'au dernier jour du procès, même le jour du procès. Donc, il reviendra aux Togolais de juger s'ils veulent se constituer partie civile ou pas. Et le procès, je rappelle que c'est début décembre. Ouais. Bon, Si les gens maintenant ont que des l'action est vidéos, publique, si les gens ont des documents qui sont, Des preuves, ouais. Voilà. C'est intéressant de les avoir. ok. Mais maintenant que l'action publique est lancée, je pense qu'on peut quand même faire quelque chose. Oui, C'est alors- aussi un cri que je lance à mes compatriotes. Si nous pouvons aider par quelque moyen que ce soit, moi, je pense que maintenant l'heure n'est plus au secret. Si on peut faire quelque chose, mes chers compatriotes, si vous m'entendez, allons-y, mettons un peu la main à la poche. Moi, j'ai le privilège d'avoir lu l'ordonnance de renvoi. Et, ça fait 50 pages. C'est quand même un document. C'est une bombe quand même. C'est ça. Je l'ai toujours dit avant, avant que ça ne sorte. J'ai toujours dit que ce dossier c'est une bombe. Très intéressant, mais et puis vous voyez comment nos richesses sont bradées pour peu, quoi, par des dirigeants qui sont vraiment inconscients. Donc voilà la réalité. Bon, ça dépend des Togolais parce que on passe trop de temps à bavarder plutôt qu'à travailler sur les réseaux sociaux. C'est ça la réalité. Donc bon, il y a ceux qui travaillent, il y a ceux qui bavardent. Très bien. Il y a Fleurline qui est là. En tout cas, c'est noté. Merci. Merci Madame Sika. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Il y a Fleurline qui est là, vous pouvez la monter. On prend encore 2 ou 3 personnes. Mais avant de faire monter de nouvelles personnes, j'ai 2 questions qui me sont arrivées en inbox que je vais poser à Maître. C'est des compatriotes qui m'ont posé la question. Quelqu'un me demande de vous demander, est-ce que Interpol peut arrêter Monsieur Gaffan aux États-Unis ou au Canada, par exemple? Non, alors je ne sais pas, je ne crois pas parce que le dossier, pour que Interpol l'interpelle, il faut d'abord que la France ait saisi Interpol. Je ne pense pas que Interpol ait été saisi dans cette affaire. D'accord. Surtout qu'il n'est pas mis en examen. On n'a pas pu le mettre en examen. Si on l'avait mis en examen, qu'il a échappé à ça, peut-être qu'on l'aurait recherché par voie Interpol. On serait même allé le chercher par voie, par la force. D'accord. Une autre question, est-il possible de poursuivre les banques togolaises telles que Ecobank et Société Générale qui ont aidé Bolloré à faire rapatrier des milliards du Togo vers la France? Ça, ce n'est pas impossible, mais ça, c'est un procès au Togo, entre Togolais. La France ne peut pas poursuivre une banque togolaise pour avoir fait des facilités de transfert d'argent.
Des transferts, voilà, transferts, parce que les transferts sont autorisés. Si les Togolais même jugent que ces transferts-là sont illégaux, il n'y a que le droit togolais qui doit s'appliquer. Et donc, oui, au Togo, si on cherche bien, on trouvera qu'il y a certaines choses, certaines transactions qui n'étaient pas dans la légalité, et on peut les poursuivre au Togo ou dans la région. Je sais pas quelle est la juridiction la mieux placée, parce qu'il y a les juridictions de l'OHADA aussi, qui peuvent, à mon avis, être saisies sur ces affaires-là. Mais il faut avoir les éléments concrets là-dessus. Hein. Si vous le D'accord. dites, c'est que vous avez des éléments probants pour pouvoir le faire. D'accord. Est-ce qu'il y a encore, on prend encore 2 questions, s'il y a des gens. Franck Bodjona, vous avez fait une demande. Est-ce que vous avez fait une demande pour poser votre question? Il y a Fleur Line qui n'a pas posé sa question. Fleur Line, est-ce qu'on peut la monter si elle est là? Si elle veut poser une question, elle peut monter. Franck Bodjona, je vois qu'il veut aussi monter, poser une question. Faites la demande et puis, alors Fleur Line, soyez la bienvenue. Allô? Allô? Ouais, soyez la bienvenue, Fleur Line. Allô? Ouais. Oui, Est-ce que vous m'entendez? Ouais, oui. on t'entend parfaitement. Jeune Junior a fait la demande aussi. Franck Bourdieu a fait la demande et puis on va vous monter. Alors, Fleur, vous pouvez poser la question à Maître Alexis Lourou. Alors, bonsoir Ferdinand. Bonsoir. Bonsoir Alex. Merci Bonsoir. pour le panel. Ma question, elle était simple. Je demandais si une association caritative peut se constituer en partie civile pour représenter des personnes depuis le Togo. Alors oui, j'ai expliqué, Fralin, peut-être que tu n'étais pas... Déjà, merci pour tout ce que tu fais, parce que je te suis, hein, je suis tes lives souvent. Merci pour ce que tu fais pour le pays. Chacun le fait à sa manière et tu en apportes beaucoup. Et merci énormément, comme Vous également. le fait aussi. Être une association caritative ne suffit pas. Il faut voir l'objet qui se trouve dans cette association. Il faut que l'objet de cette association soit en rapport avec la défense des intérêts des finances publiques, par exemple, du Togo. La lutte contre Parce la que corruption. dans cette affaire-là, celui qui est la victime, c'est le Togo, c'est les finances du Togo qui sont en jeu. Les gars, ils se sont amusés avec l'argent des Togolais. Donc ça, il faut voir comment est rédigé les statuts. D'ailleurs, il y a certaines associations qui avaient voulu à l'époque et leurs statuts ne correspondaient pas. On les a rejetés à cause des statuts parce que les statuts ne correspondent pas l'objet des statuts ne correspond pas au procès, au but du procès. C'est pour ça. S'il y en a qui l'ont dans leur statut, oui, elles peuvent toujours. Alors, Florine, tu as une autre question? Allô, Florine? Est-ce que c'est possible de se rendre en tant que civil au procès pour manifester? Je sais pas trop. Alors, si le procès est un procès public, le jour du procès est public, mais il faut savoir que le procès se tient sur 7 jours, hein, donc, parce que c'est un gros dossier, donc c'est pas un jour. Donc, ça veut dire que si on veut vraiment s'organiser à manifester, on a quand même du temps, on a 7 bons jours. Alors, manifester ou être dans l'enceinte du tribunal. Voilà, c'est ça, c'est 2 choses différentes. Bon, c'est 2 choses il suffit qu'on soit un nombre consistant pour occuper les 2 places. Ah oui, alors pour assister, oui. Alors pour venir manifester, ça n'a pas de sens. Vous pouvez assister, mais sans faire du bruit à l'intérieur. Voilà, parce que l'audience, c'est d'abord, c'est ouvert, c'est l'audience publique, c'est pas comme les autres audiences que nous avons devant les juges d'instruction ou la cour, la chambre criminelle où c'est privé. Là, c'est une audience publique. Les gens peuvent venir écouter ce qui sera dit ces jours-là. Hein. Parce que c'est sur plusieurs jours. C'est sur je tiendrai le sac de Maître Iou pour être appelé. je sais que tu vas venir, bien sûr. Ouais. Et la date, il y a Lyon qui demande la date. Lyon. Ah, les dates, c'est du 7 au 17. Du 7 au 17 décembre. Du 7 au 17 décembre, monsieur Lyon. Décembre. Ouais. Du 7 au 17 décembre.
Ok.